Moi, je viens d'en bas et j'aime pas qu'on humilie les gens d'en bas. Parce que j'ai été moi-même humilié et c'est peut-être ce qui m'a rendu un peu humble. Mais en tout cas, j'aime pas qu'on emmerde ces gens-là. Salut, c'est Canel. Dans quelques secondes, vous allez voir mon interview avec François Cluzet. On voulait parler de son prochain film, mais en vrai, on a surtout parlé de la vie, de ses parents. Moi, j'ai été élevé par des mythomanes. D'amour, de son rôle de père et de ses névroses. Derrière l'image d'acteur colérique et râleur, j'ai découvert une personne ultra passionnée, engagée et qui déteste par-dessus tout le mensonge. J'aime pas les gens qui cachent quelque chose, voilà. Bref, je vous emmène dans la tête de François Cluzet. Bonjour François Cluzet. Bonjour. Je suis ravie de vous interviewer aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois que vous êtes tout seul sur Brut, il me semble. C'est bien possible. Ouais. On se rencontre aujourd'hui parce que vous êtes à l'affiche du film de Carlos Abascal Pero, Fils d'eux, qui sort ce mercredi 3 septembre. C'est un film satirique sur la politique, sur le pouvoir, qui résonne d'ailleurs pas mal avec notre contexte politique actuel. Mais je sais que vous êtes en promo, que vous vous répétez beaucoup. On va parler du film, mais je vous propose qu'on parle d'autre chose pour commencer. Parfait. Parce que pour moi, c'est une chance d'être face à un acteur, à une personne aussi franche, aussi spontanée, aussi cash que vous, qui dit ce qu'il pense. Quand même. Donc je voulais vous demander comment vous faites pour être aussi libre, parce qu'on dirait que vous vous en foutez un peu de ce que les gens pensent de vous. Non, comment vous dire? Moi j'ai été élevé par des mythomanes et puis c'était terrible parce que bon, c'est toute une histoire de famille, mais on pouvait pas dire la vérité. Et donc quand j'ai commencé le théâtre et qu'il a fallu que j'incarne, je sais pas moi, Ferdinand Duval, j'avais vachement de facilité. À mentir. Ouais. Puisqu'on passait notre temps dans la vie à dire ça, mon père était médecin alors qu'il vendait des journaux, enfin, il avait une Rolls alors qu'il avait une petite bagnole, enfin, et puis des tas d'autres trucs, qui fait que quand j'ai commencé le théâtre et qu'il a fallu que j'incarne quelqu'un d'autre, ça a été très facile, mais en sortant de scène, j'ai pas pu reprendre la mythomanie, parce que j'ai compris très vite que un acteur, comme j'étais passionné, que je découvrais ce métier, c'était obligatoirement quelqu'un de sincère. Et je pense aussi qu'on a un instrument pour jouer, enfin, ou pour vivre la comédie, et que cet instrument doit être accordé. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être vrai dans la vie pour pouvoir, quand on vit une situation fausse et la rendre vraisemblable, avoir un instrument tellement bien accordé qu'on ne se prend pas les pieds dans le tapis avec un mensonge de plus. C'est pour ça qu'après j'ai décidé d'être spontané, de dire ce que je pense. Bon, des fois je le regrette parce qu'il y a des propos que je tiens sur des gens. Je trouve ça peut les blesser, tout ça, mais généralement c'est des gens que j'ai un peu dans le nez, donc je m'en fous un peu. Et quand vous parliez après de dire que j'ai de la désinvolture, c'est parce que, mettez-vous à ma place, ça fait 50 ans que je fais ça. Et alors en vieillissant, si vous voulez, l'ambition n'est plus de mise. Parce que qu'est-ce qui peut m'arriver bon, je souhaite qu'il m'arrive de plus. Déjà, moi j'ai une chance, ça a commencé assez mal dans la vie et ça se poursuit vachement bien. Donc ça, je le souhaite à tout le monde. Je pense que c'est même beaucoup mieux que de commencer bien et d'avancer mal. Donc c'est une vraie chance. Pour ça, je suis très privilégié, je suis gâté. Et je pense ensuite que la spontanéité... À un moment donné, j'avais dit, je préfère dire une connerie spontanément qu'un truc bien réfléchi. Mais c'est exagéré, mais quand même, je pense que la spontanéité passe. Vous voyez, quand vous êtes vrai, ça passe l'écran. Et quand d'un seul coup, regardez les hommes politiques qui toujours avec un discours électoraliste, et il faut que ça leur rapporte et tout ça, ou même certaines personnalités, je sais pas, qui veulent se faire mousser ou n'importe quoi. Bon, moi maintenant je suis assez libre avec ça. La seule chose qui peut m'arriver, c'est d'être encore plus heureux, ça serait génial. Et est-ce que ce franc-parler vous a déjà fermé des portes ? Fermer des portes, non, mais je me suis engueulé avec certains metteurs en scène parce qu'ils ne travaillaient pas comme j'avais envie qu'ils travaillent, mais j'avais certainement tort dans 50% des cas. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'après ceux-là, les 3 avec qui je m'étais engueulé m'ont tous rappelé. Ah, il y en a 3, précisément. Ouais, il y en a 3 que ça a un peu chié parce que je trouvais qu'ils poussaient le bouchon et c'était toujours pareil. Moi, je viens d'en bas et j'aime pas qu'on humilie les gens d'en bas parce que j'ai été moi-même humilié. Et c'est peut-être ce qui m'a rendu un peu humble, mais en tout cas, j'aime pas qu'on emmerde ces gens-là. Parce que c'est évidemment dans des petits postes. Et c'est pas que je suis le chevalier blanc, hein, mais moi, le type ou la nénette, pardonnez-moi, mais c'est souvent des mecs, qui d'un seul coup a un but de pouvoir sur un petit poste, là, moi, je le rentre dedans. Parce que je supporte pas. Mais là, vous dites c'est souvent des mecs. En plus, je vous ai entendu dans une interview dire qu'un des mots que vous détestiez le plus, c'est misogynie. Oui, parce que je pense qu'on passe à côté d'une vraie fortune. La fortune,
Vous voyez, par exemple, on parlait de vrai ou de pas vrai, les femmes sont plus vraies que les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles ont une faculté, une fonction que nous n'avons pas, qui est celle de la vie. Et la vie, vous ne pouvez pas vraiment tricher quand vous donnez naissance. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi qu'elles sont dans l'opposition, les femmes, puisque vous voyez bien que le pouvoir est aux hommes. Donc, pour conquérir ne serait-ce qu'une égalité, il faut être vrai. Les hommes peuvent baratiner, faire leur cirque et tout ça. Ils ont le pouvoir, ils s'en foutent, personne ne les détrône. Mais pour les détrôner, justement, il faut envoyer des choses qui soient très justes, très directes, très vraies. Alors, je pense qu'il y a autant de connes que de cons. C'est pas le problème. Mais moi, j'ai plus confiance dans les femmes que dans les hommes. Et de surcroît, pour finir, j'ai été élevé par des hommes. J'ai été élevé par mon père et mon frère. Et finalement, je ne veux pas non plus être démago totalement, mais la chance que j'ai eue, c'est de rencontrer certaines femmes. Des hommes aussi, mais des femmes magnifiques. Vous parlez souvent de ça, d'ailleurs, justement, votre rapport à votre mère, qui est partie. Ça, vous le portez encore sur vous, des années après? Cette absence-là dans votre enfance, l'absence de votre mère, justement. Oui, bien sûr, je pense, vous savez, que c'est toujours l'enfance qui nous guide, c'est l'enfance qui reste, les manques, le trauma. Bon, moi j'ai eu de la chance, après j'ai fait une analyse, ça a évité que je souffre trop sur ce truc-là, qui devenait terriblement handicapant. Parce que finalement, mon enfance, j'en ai pas vraiment souffert, parce que vous savez que les enfants, ils ont une force vive, et que quoi qu'il en soit, et quelque merde que ce soit, vous pouvez les prendre n'ayant rien au Bangladesh, vous les verrez jouer quand même avec un bout de plastique, un bout de torchon qui est roulé en boule, fait un ballon de football. Mais c'est ensuite, quand la première maturité arrive, fin de l'adolescence, où là d'un seul coup, c'est spécial aussi à mon métier, c'est que moi je suis normalement fait pour donner des émotions. Alors, les émotions, si vous ne voulez pas les truquer, elles sont vraies. Si vous voulez les ressentir, à ce moment-là, elles rejoignent les émotions passées. Et elles les remettent à la surface. Vous voyez, je ne trouve pas le mot. Donc ça m'a fragilisé, vulnérabilisé. Mais c'est mon job aussi. Je dis souvent, mon job, c'est d'être fragile. En même temps, c'est pour ça qu'on dit souvent les acteurs capricieux, les actrices et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est que dans la vie, les gens se protègent. Ils se protègent parce qu'ils ont peur. Nous, on ne peut pas se protéger. Dans la vie, bien sûr, on pourrait, mais nous, notre boulot, c'est de ne pas se protéger, d'être vulnérable, pour accueillir ce qu'on ressent en nous comme émotion. Mais vous parliez d'analyse. Est-ce que vous avez déjà été suivi par un psychologue, par un psychiatre? Parce oui, que bien justement, quand on est acteur, on est hyper vulnérable, on va puiser dans des émotions. Peut-être que certains ne se font pas suivre, mais ça m'a l'air d'être assez primordial, en vérité. D'être suivi? Alors moi je ne suis pas suivi, mais disons qu'à un moment donné, j'ai rencontré une femme qui a eu cette phrase magnifique, c'est « Je peux beaucoup pour toi, mais je ne peux pas tout, tu devrais voir quelqu'un ». Et je suis tombé de mon escabeau en me disant « Merde, mais qu'est-ce que j'ai? Moi je ne suis pas dingue pourtant ». Et puis je suis allé voir un médecin, il m'a dit « Vous voulez qu'on se... » J'ai dit « Oui, qui préférez-vous, un homme, une femme ?» J'ai dit « Une femme ». Ben, je n'ai pas trop confiance dans les hommes, je les connais, beaucoup frimeurs. Le virilisme et tout ça, j'aime pas ça, ça cache des choses. J'aime pas les gens qui cachent quelque chose, voilà. Et donc j'ai fait cette analyse 3 fois par semaine pendant 8 ans, mais j'avais aussi les moyens de me l'offrir. Mais ça m'a permis de sortir de ce trauma, cher docteur. Nous sommes en séance. Justement, je me disais quelque chose aussi, c'est que vous êtes tellement sincère que parfois la frontière entre vos personnages et qui vous êtes vraiment, elle peut être assez mince pour nous spectateurs. Je pense à une séquence qui est peut-être assez révélatrice de beaucoup de vos personnages, qui est la séquence dans Les Petits Mouchoirs face à Benoît Magimel, dont on doit souvent vous parler, de « Je suis le parrain de ton fils ». À quel point ces personnages râleurs reflètent votre vraie personnalité? Oui, c'est-à-dire que, oui, c'est vrai, moi, c'est-à-dire, si vous voulez, il fut un temps sur les films, j'emmagasinais les erreurs, les trucs qui m'emmerdaient, tout ça, et puis j'explosais à la fin. Mais j'explosais, donc le mec se disait, il est barjot complètement, celui-là. Parce que d'où il sort une colère pareille? Maintenant, c'est pire, c'est que je dis tout de suite. Mais seulement avec aussi pas mal d'énervement. Quand, par exemple, je sais pas, on me demande un truc. Si je suis tellement... C'est con de dire ça, je suis tellement passionné, j'ai tellement réfléchi à la fonction de l'acteur, à tous ces trucs-là. Là, en ce moment, je m'amuse avec les neurones miroirs. Alors, les neurones miroirs, je vous raconte vite fait ce que c'est. C'est un jour, c'est un
un professeur italien qui a découvert ça dans les années 90. Il avait un laboratoire, il y avait un macaque avec des comment on appelle ça, les trucs là sur la tête, vous savez, comme pour les encéphalogrammes. Oui, des récepteurs, je sais pas. Ouais, voilà, ce genre de truc. Et il est entré dans son laboratoire avec un sandwich, et il mange, et puis il regarde le moniteur qui donnait les actions du cerveau du macaque, et il voit que d'un seul coup sont stimulés les endroits de la faim, de la déglutition, du goût. Et il a compris quelque chose, c'est que nous tous, regardez un exemple assez simple, pour les fumeurs, quand vous allez au cinéma, vous voyez un mec ou une nénette qui allume une clope, tout de suite vous avez envie de fumer. Et ben, ce neurone miroir ne fonctionne que si l'acteur est sincère. S'il est sincère et qu'il ressent vraiment les choses, ressentir, ça vient du plexus, et ça s'adresse au plexus, pas je suis triste, et puis le spectateur dit oh la vache, il a l'air d'en chier, sérieux. Non, non, parce que là, ça s'adresse au cerveau. Mais si vous ressentez l'émotion, là, il y a quelque chose qui s'adresse à lui, au plexus. Et c'est ce neurone miroir. Genre, merde, l'émotion est forte, c'est difficile de regarder une fille ou un mec qui pleure. L'autre jour, ça m'est arrivé dans la rue, j'ai vu une fille pleurer. Elle avait peut-être 50 ans, quoi, mais j'ai eu du mal à retenir mes larmes. Parce que j'avais envie de venir à son secours, mais qui je suis, je ne sais pas. J'avais peur qu'elle me dise, mais fous le camp d'ici, parce que c'est intime de pleurer, vous comprenez? Mais qu'est-ce que c'est douloureux. Alors, je m'égare là. Non, mais tout ça pour dire qu'en final, il y a beaucoup de vous dans vos personnages. Bon, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais si vous voulez, je m'étais pris les pieds dans le tapis quand je débutais avec cette notion de personnage. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je me transporte sur un autre. J'y arrivais pas. Et après, j'ai compris que non, tous les personnages sont en moi, puisque je suis acteur, et simplement, il faut que je les cherche à l'intérieur en disant, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Voilà, si c'est un homophobe, il faut que je trouve, parce que vous parliez de cette scène-là, qu'est-ce qui ferait en moi cette intolérance? Et si je ne l'ai pas, comment je vais pouvoir la deviner, la trouver? Parce qu'on n'est que des hommes et des femmes, et on a tous les défauts en nous et toutes les qualités. Donc, jouer un héros, c'est toujours chiant parce qu'il est parfait, le héros. Mais moi, j'ai assez le goût pour les monstres. Je ne vais pas jouer tant que ça, mais quand même quelques-uns, c'est plus intéressant parce que vous leur filez un peu d'humanité pour qu'ils soient vrais. Et le héros, pour qu'il soit vrai, James Bond, il faudrait qu'il mette les doigts dans son nez toutes les 10 secondes, il faudrait qu'il ait des poils sur le nez, il faudrait qu'il soit radin, il faudrait qu'il soit sale, vous voyez, il faut lui donner un peu d'humanité, quoi. Il est trop fort. Ouais, c'est toujours cette part défaut, qualité, où voilà, le rond n'est jamais entièrement plein, vous comprenez, pour nous tous, quoi. Et depuis tout à l'heure, on parle de franchise, d'ego, de mensonge, de réalité. C'est des mots qu'on utilise souvent pour parler des politiques. Comment vous vous êtes préparé à jouer ce rôle de Lionel Perrin dans le film? Mais c'est pas le fils de... Vous êtes deux? Parce qu'il faudrait remonter le piano. J'ai essayé surtout de m'accorder avec l'idée du fils qui fait le même métier que moi, politique, qui peut-être a aussi une grande ambition. On voit dans le film que d'un seul coup, ce qui l'intéresse, c'est devenir secrétaire d'État. Et je me suis mis à cette place, moi-même qui ai des enfants, en me disant comment un père qui est un peu, avec l'âge, un peu sur la touche, en termes de politique, peut d'un seul coup ne pas être jaloux de son fils qui, à 30 ans, veut embrasser la même carrière que lui, sauf que lui, il en a 40 de plus. Et j'ai trouvé que ce personnage était vraiment relativement égoïste, même sérieusement égoïste, amer. Et ça m'a plu dans le côté noir. Et le film, il parle aussi, c'est dans le titre, mais il parle aussi beaucoup de népotisme. Votre personnage, il le supporte pas, il le critique. Comment vous avez parlé de vos enfants, vous en avez 4. Comment vous, en tant que François Cluzet, vous avez peut-être intégré cette question-là dans votre éducation des népo-babies, comme on en parle beaucoup? C'était délicat avec ma fille aînée qui voulait être actrice. Je lui ai toujours dit, compte pas sur moi pour te mettre le pied à l'étrier, parce que je pense que c'est une connerie. Tu vas être propulsé tout de suite dans des rôles principaux, les choses s'apprennent. Moi, j'ai commencé par la figuration, puis après j'ai eu un jour de tournage parce que j'avais mon permis moto, et tatati et tatata. Mais une chose que j'avais pas vraiment enregistrée, c'est le fait que moi, j'avais terriblement faim. Moi, j'avais une revanche sociale à prendre. Donc, j'étais un peu comme un boxeur.
vous voyez ce qui se passe avec les athlètes de haut niveau, tous les sacrifices qu'ils font pour arriver à être les meilleurs et faire des records et des records. C'est que ces gens-là ont faim. C'est pour ça aussi que politiquement, moi j'ai toujours voulu défendre les minorités. Que ce soit... La première interview que j'ai donnée, c'était dans Libération, j'avais 22 ou 23 ans. On m'a demandé qui j'étais et j'ai dit « je suis une grosse dame noire ». D'accord. Parce que j'avais à ce moment-là l'impression que moi, en tant qu'artiste, politiquement, éthiquement, en tant qu'homme, ben finalement, il fallait que je sois à la défense des minorités, des gros, des grosses, des femmes, parce qu'elles aussi sont disputées. On le voit tous les jours, quoi. Battues, disputées, au service d'eux, vassalisées. Noir parce que c'est encore la même chose, c'est une histoire de minorité, mais j'aurais pu rajouter lesbienne, j'aurais pu rajouter palestinienne, j'aurais pu rajouter juive aussi. Donc je pense que c'est, quand vous êtes vraiment privilégié, si vous ne prenez pas la défense des minorités, à mon avis, vous enrichissez pas, vous vous envolez pas, quoi. Alors après, c'est facile à dire, plus difficile à faire. Et ça, c'est des choses que vous avez voulu inculquer à vos enfants, quoi, aussi. Bah, vous savez, les enfants, ce qu'ils prennent la meilleure éducation, c'est qu'ils vous voient vivre. Vous pouvez discuter, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça rentre, ça peut ressortir, des fois ça marque, mais ce qu'ils voient, c'est comment vous vivez, qu'est-ce que vous faites, vos actes, comment vous vous adressez aux gens. Si vous avez une femme de ménage, comment vous lui parlez, comment vous parlez à vos parents, comment vous leur parlez à eux. Et ça, c'est... Moi, je crois que la meilleure éducation, c'est le bonheur. Quand des enfants voient leurs parents heureux, ils savent que le bonheur existe. Je le dis d'autant plus que moi, je n'ai pas vu mes parents heureux, donc pendant très longtemps, j'ai pensé que le bonheur n'existait pas, quoi. Et maintenant, il existe le bonheur ? J'en suis convaincu. Ouais, ouais. Mais ça, c'est grâce aux rencontres que j'ai faites et aux échanges, je sais pas, moi tout seul. C'est pour ça que je ne crois pas à l'individu, je crois à l'échange. Mais justement, depuis tout à l'heure, je vous parle des caractéristiques de la façon dont vous décrivez, à dire que vous avez beaucoup de colère, que vous êtes impatient, vous êtes très critique de vous, mais en revanche, quand vous parlez des rencontres, quand vous parlez des gens et de l'amour, vous êtes très doux, je trouve, en interview. Non, mais c'est vrai. C'est quoi votre rapport à l'amour ? Pour moi, l'amour, vous voyez, par exemple, je suis très amoureux, mais si je vis encore une quinzaine d'années, ça va être pour beaucoup l'être encore plus. C'est-à-dire, je trouve l'amour, ça ressemble à l'art. C'est infini. C'est pour ça que je trouve que les acteurs, les peintres, n'importe qui se prennent au sérieux n'ont rien compris. Parce qu'on peut toujours inventer des choses. Même si elles ont déjà existé, les réinventer. Même si on sait qu'elles ont existé, on peut encore les inventer. Puis en trouver d'autres. Et puis mêler ces autres avec d'autres. Qui fait que finalement, on invente une troisième roue ou une deuxième roue. Je dis n'importe quoi. Mais l'amour, c'est intéressant parce que c'est un déplacement personnel. C'est-à-dire que quand on est jeune, on tombe amoureux, puis bon, ça m'est arrivé, la fille n'avait pas ces sentiments-là, mais j'étais quand même fou amoureux, vous voyez, parce que bon, on aime l'amour, et puis voilà, puis ça nous transporte, ouais, je suis amoureux, je suis amoureux. Après, j'ai compris que finalement, l'amour, c'était deux personnes qui étaient amoureux. Alors ça, c'est intéressant. Et ensuite, quand ces deux personnes sont amoureux l'un de l'autre, ce qu'il crée, c'est cet amour-là, et là, il est fait de beaucoup de précautions, parce que c'est vraiment très fragile, de beaucoup d'attention, de beaucoup de respect. Mais on a vraiment le sentiment qu'il peut s'épanouir à l'infini. Il y a presque dans l'amour la force qu'avait Saint François d'Assise pour les pauvres, Mère Teresa. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cet altruisme dément, parce que l'amour, c'est aussi... favoriser l'épanouissement de l'autre. Jusqu'à la rupture, si c'est meilleur pour elle, ou si c'est meilleur pour lui. Je crois qu'il me reste le temps pour une dernière question. Vous parlez ça, c'est de votre faute, vous avez vu, je vais vous poser une question, je parle pendant mais non, mais c'est génial, mais moi je bois vos paroles là. Mais donc, vous parliez tout à l'heure justement d'acteurs qui peut-être sont un peu imbus d'eux-mêmes. Et il y en a beaucoup qui disent que le cinéma c'était mieux avant, que la société, que la vie c'était mieux avant. Est-ce que pour vous, c'était mieux avant? Ça risque pas. Je peux pas dire une connerie pareille. Parce que, regardez la science. Regardez ce qui se passe aujourd'hui quand vous êtes atteint de tuberculose, de poliomyélite. Regardez ce qui se passe en termes de démocratie. C'est très fragile, mais ça n'existait pas avant. Regardez la situation des femmes. En 1945, il y a 80 ans, on leur donnait le droit de vote. Regardez aujourd'hui, on se bat pour que le salaire soit égal homme-femme. On n'y est pas, mais c'est quand même un sujet.
Donc dire que c'était mieux avant, qu'est-ce qui était mieux avant? Les voitures avec leur moteur thermique. Moi personnellement j'ai une voiture électrique parce que je trouve que j'ai les moyens d'éviter de polluer, quoi. Mais je ne crois pas à ce truc-là. Souvent ça c'est des ratés. Les ratés doivent toujours trouver le responsable de leur ratage. Et ils oublient que c'était eux qui étaient en place. Le type de 70 ans qui dit c'était mieux avant, on lui dit mais quand? Il dit bah il y a 40-50 ans. Mais mon vieux, il y a 40-50 ans, vous aviez 20 et 30 ans. Vous étiez en plein dedans. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça change? Que dalle. Donc en plus, vous allez nous dire que c'était mieux avant alors que vous en êtes responsable. Oui, c'est n'importe quoi. Non, la vie c'est de mieux en mieux avec l'animalité. L'animalité des hommes et des femmes, qui n'ont pas compris que la nature passe avant eux. On fait partie de la nature, mais les végétaux sont en premier. C'est eux qui nous donnent l'oxygène. Or, on les met comme s'ils n'existaient pas. Or, c'est les principaux. Il faudrait déjà commencer par eux. Puis après, c'est les mammifères. Et nous sommes des mammifères. Mais il y a aussi les animaux, les végétaux, les animaux, et puis en dernier, les humains. Alors, on a complètement bouleversé sous prétexte qu'on a trouvé comment on faisait du feu. C'est une vraie connerie parce que finalement cette place de responsabilité comme si on était les créatures providentielles de la Terre, sur la Terre, c'est complètement con. C'est complètement con. Mais moi je ne suis pas non plus un penseur, hein. Je vous dis ça comme ça me vient, il ne faut pas m'en demander beaucoup plus. Mais juste pour raccrocher une dernière fois au film donc Fils 2, votre personnage, il dit à un moment que le rôle des politiques normalement c'est de rendre la vie des gens moins pénible. Vous avez l'impression que c'est le cas actuellement? Oui, je pense que c'est le cas, mais... Et si vous voulez, les politiques, ils sont les pieds dans la semoule, quoi, hein, parce que c'est très difficile, c'est vraiment très difficile. Moi, je crois que les politiques, pour la plupart, c'est ce que dit Karine Viard, mais je le pense aussi, ils sont de bonne volonté. Bon, ils ont le goût d'être élus, ils ont le goût du pouvoir, ils ont le goût du privilège du pouvoir, tout ce que vous voulez, le chauffeur, le machin, mais c'est pas ça qui les guide à prendre autant de risques, parce que les enfants, ouais, ton père, ce là, il a dit le mien, qui maintenant a dit que, bon, c'est quand même très délicat. En termes de salaire, c'est souvent ridicule par rapport à ce qu'ils pourraient gagner dans le privé, même s'ils ne sont pas tous faits pour. Ce que je veux dire, c'est que c'est nous les responsables, nous tous, c'est pas les politiques. Pourquoi on les a élus, ces gens-là? Pourquoi on a élu Mitterrand, mais pourquoi on a élu Sarkozy? Pourquoi on a élu Hollande, mais pourquoi on a élu Macron? Enfin, je veux dire, tout ça, c'est notre responsabilité. Et toujours pourquoi? Par candeur. Voilà le type qui va nous sortir de là. Mais il ne peut pas sortir de là. C'est comme si vous demandiez à un ours dans une cage de trouver la clé. Il ne peut pas la trouver. Et nous, cette situation, qui depuis Louis XIV, la France n'a fait que décliner, elle vient du fait que le monde a changé, et heureusement. Mais aujourd'hui, le Bangladesh reste très pauvre, mais l'Inde est en train de s'en sortir. Regardez ce qui se passe en Chine, puis regardez ce qui se passe en Indo-Pacifique, puis bah, l'Europe, il faut se battre déjà pour qu'elle existe. Mais regardez, il y a plein de gens en Europe qui ne veulent pas qu'elle existe. Alors, il suffit de regarder un globe pour comprendre que si on ne se met pas ensemble, personne ne sait où on est, quoi. Donc, c'est pas tellement le bon sens. Ce qui est terrible, c'est l'individu qui croit à l'individu, à commencer par lui-même. Là, c'est tragique. C'est pour ça que moi, je ne crois qu'à l'enrichissement par l'autre, par l'échange. Ça fait un peu curé de dire ça, mais regardez, vous travaillez dans une société, vous êtes dans un truc collectif. Tout à fait. Vous pouvez apporter une part dans ce collectif. Et si tout le monde apporte une part, vous allez obtenir un truc bien plus gros que si vous le faites toute seule. C'est un peu pareil pour moi. C'est pour ça. Moi, je fais du cinéma, du théâtre, parce que seul, je ne ferai rien d'intéressant. Je n'ai pas les capacités. Mais par contre, en tant que participant au truc, là, j'ai un peu de moyens, parce que j'aime bien contredire, j'aime bien être vrai en disant, est-ce que vient de dire la nanette, là, c'est super important, on va le souligner, est-ce que vient de dire ce mec, c'est une connerie, par contre, son copain d'à côté, là, moi, ça m'inspire ça. On est toujours sur le truc de ça, ce que vous dites m'inspire ça. Bien sûr. Bon, maintenant, c'est à moi de vous poser des questions. J'adorerais, mais c'est déjà le moment pour nous de nous quitter. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très enrichissant, intéressant. Je suis ravie de vous avoir rencontré. Merci, c'est gentil.